Bonjour à toutes et à tous, Judge Andrew Napolitano, ici pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 8 septembre 2025. Le professeur Jeffrey Sachs sera avec nous dans un instant. Professeur Sachs, bienvenue. Mon cher ami, juste avant notre émission, le gouvernement français a perdu un vote de défiance. Quelle est l'importance de cet événement ? Le président Macron n'est pas destitué, mais son administration, son Premier ministre, l'est. C'est très significatif, car chacun des grands gouvernements en Europe, y compris la France, l'Allemagne et hors Union européenne, mais en Europe le Royaume-Uni, est dirigé par des personnalités extrêmement impopulaires. Ce sont les va-t-en-guerre en ce qui concerne l'Ukraine, ceux qui tiennent les grands discours sur les énormes renforcements militaires, et ainsi de suite. Mais le public dit non. Lorsque les gouvernements viennent expliquer, eh bien, nous avons besoin d'une grande austérité, nous devons réduire les prestations sociales pour financer plus de guerres. Le public réagit. Et aujourd'hui, le gouvernement français qui a tenté cette approche a été clairement battu au Parlement. Le gouvernement est tombé. Ce qui est arrivé à Macron, il a perdu un Premier ministre de plus, arrivera en Allemagne et arrivera au Royaume-Uni. En d'autres termes, toutes ces tentatives en Europe et de la part des faucons aux États-Unis pour maintenir une économie de guerre, pour continuer de nourrir le complexe militaro-industriel, pour poursuivre des dépenses militaires colossales. Eh bien, nous n'avons plus un budget de défense. Nous avons un budget de guerre, selon les mots du président Trump. Le public n'en veut pas. Nous n'avons pas besoin de cela. La paix est beaucoup moins coûteuse, beaucoup plus efficace et morale que la guerre. Mais les dirigeants sont des bellicistes. Donc à mes yeux, ce qui s'est passé est très significatif. Cela montre que la guerre et l'approche militariste coûtent extrêmement cher. Nos gouvernements sont noyés dans la dette. C'est vrai pour les États-Unis, pour le Royaume-Uni, pour la France, pour l'Allemagne, un peu moins pour l'Allemagne, mais quand même. Le chancelier allemand lui-même a dit « Nous ne pouvons plus financer nos dépenses sociales ». Et le public répond « Oui, c'est vrai. Tournez-vous vers la diplomatie. » Mais les bellicistes veulent poursuivre des dépenses que le public rejette et que les gouvernements ne peuvent pas assumer. Donc tout cela est très significatif. Cela signifie que l'approche actuelle de guerre sans fin est intenable. Et pourquoi ? Pourquoi les États-Unis se tournent-ils maintenant ? Chris me rappelle qu'il s'agit du 5e Premier ministre que le président Macron devra nommer en 2 ans. Cela renforce ce que vous disiez, professeur Sachs, sur l'impopularité profonde et durable des forces qui motive ce gouvernement. C'est le même président Macron qui veut menacer la Russie. Avant d'aborder les États-Unis qui, ce week-end, ont cherché la confrontation en Amérique latine, vous mentionniez que le chancelier Merz a personnellement attaqué le président Poutine, le qualifiant de criminel de guerre, sans rien dire, bien sûr, du Premier ministre Netanyahou. Que se passe-t-il avec Merz ? Merz est clairement un belliciste. Et ses taux d'approbation en Allemagne chutent en flèche. Il était déjà fragile à son arrivée, avec environ la moitié de la population qui approuvait sa prestation au début. Maintenant, ses taux de popularité s'effondrent. Quant à Macron, ses taux d'approbation, si je me souviens bien, sont tombés en dessous de 20%. Le public est absolument dégoûté de lui. Nous voyons ce phénomène dans toute l'Europe. Nous voyons aussi les taux d'approbation du président Trump chuter très fortement. Nous sommes tous dans la même situation. N'oublions pas que le gouvernement américain est en train de saigner à cause des déficits. Nous faisons face à un déficit sans précédent qui atteindra environ 7% du PIB en temps de paix l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que le président Trump a été absolument obsédé par les baisses d'impôts pour les riches. Et il continue à dire que nous avons besoin de plus de dépenses militaires. Peu importe ce qu'il raconte à propos de la guerre, de la paix et du reste, il veut un grand budget pour la défense. Mais ce n'est plus un budget de défense, c'est un budget de guerre désormais. Je dois corriger mon vocabulaire. Il veut que le département de la guerre ait des budgets encore plus grands. Voilà ce qui se passe partout dans ce qu'on appelle l'Occident. Ça n'a aucun sens. Et nous voyons la même chose en Allemagne, aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni.
Et je pourrais citer encore d'autres exemples. Le département d'État, ce week-end, a annoncé qu'il examinera attentivement toutes les demandes de visa venant d'Amérique latine s'il estime que le demandeur a tenu des propos publics favorables à la Chine. Je ne comprends pas. Nous interdisons déjà l'entrée à tous les Palestiniens de Mahmoud Abbas, jusqu'aux enfants amputés qui pourraient recevoir des prothèses ici à New York. Et maintenant, nous allons interdire des personnes venues d'Amérique latine simplement parce qu'elles ont exprimé une opinion dans leur propre pays. Nous sommes littéralement en train de nous créer des ennemis partout dans le monde. Au passage, une descente contre un investissement coréen aux États-Unis, qui a conduit à l'arrestation de travailleurs coréens, a également déclenché une crise avec le gouvernement de Corée. Nous violons tous les principes internationaux, notamment celui permettant aux gens de venir pour une diplomatie pacifique à l'ONU. Nous tirons sur des bateaux, sans procès, sans preuve. Simplement, nous tirons d'abord dans les eaux des Caraïbes. Notre allié japonais se demande même si les États-Unis sont réellement un allié. Le Premier ministre japonais vient lui aussi de tomber. En d'autres termes, il y a de l'instabilité politique partout, et ce sont les États-Unis qui l'aggravent. Ou plutôt, je devrais dire, il y a de l'instabilité politique dans tous les pays supposément alliés ou coopératifs avec les États-Unis. Ceux que nous appelons adversaires ne sont pas instables. En réalité, ils se rassemblent et disent « Nous, vous savez, voici ce que nous devons faire face aux abus des États-Unis. » Mais ce que nous faisons, c'est isoler les États-Unis sur le plan diplomatique, économique et même financier, parce que nous accélérons le départ du reste du monde du système de commerce basé sur le dollar, car ils ne veulent pas des sanctions unilatérales. Ils ne veulent pas des impositions tarifaires unilatérales, et encore moins toutes les autres mesures. Et pourtant, la Maison-Blanche continue de dire qu'elle imposera encore plus de sanctions. De manière extraordinaire, ce qu'a dit Trump aux dirigeants européens, excusez-moi, c'est que vous devriez arrêter d'acheter même les quantités résiduelles de pétrole et de gaz que vous achetez à la Russie, et l'acheter chez nous à 6 fois le prix. C'est un vendeur d'armes et un vendeur de gaz naturel, et c'est ce que nous appelons la gouvernance aux États-Unis. Depuis sa désastreuse imposition d'un tarif secondaire de 50% sur l'Inde, et la réaction publique actuelle du Premier ministre Modi, à quel point le groupe des BRICS est-il devenu économiquement puissant face à l'Occident? Les BRICS sont les grandes économies émergentes qui disent « Nous ne nous laissons pas dominer par les États-Unis ». Cela inclut le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Trump a attaqué chacun d'eux. Avec le Brésil, les tarifs punitifs ont été imposés parce que Trump n'aimait pas un processus judiciaire en cours dans le système judiciaire indépendant brésilien contre une tentative de coup d'État revendiquée par l'ancien président. Donc, il a imposé des tarifs au Brésil. Pour la Russie, nous le savons. Pour l'Inde, ces tarifs dits punitifs sont imposés parce que l'Inde achète du pétrole à la Russie, comme l'Europe et une grande partie du monde, tout comme nous achetons de l'uranium et d'autres produits à la Russie. Mais il a tout de même imposé ces tarifs. Avec la Chine, c'est toute une panoplie d'actions unilatérales. Avec l'Afrique du Sud, nous avons aussi constaté les abus de notre gouvernement à son encontre. Ainsi, tous les BRICS ont été visés. L'Organisation de coopération de Shanghai est le regroupement asiatique. Elle comprend la Chine, l'Inde, la Russie et 4 pays d'Asie centrale, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Bélarus. Ils viennent de tenir leur réunion à Tianjin, en Chine. Tous ont été rapprochés par les actions de l'administration Trump à leur encontre. Et il y avait beaucoup de camaraderie. On a vu ces célèbres photos de Modi, Premier ministre de l'Inde, du président Poutine et du président Xi Jinping de Chine, tous ensemble très joviaux, très coopératifs, absolument poussés par les États-Unis à se rapprocher. Donc, quoi que pensent les États-Unis de leurs actions, cela fait tomber nos gouvernements alliés, soi-disant alliés. L'un après l'autre, ces gouvernements tombent, que ce soit en France, au Japon, ou pour les gouvernements menacés comme la Corée à cause des tensions US-Corée, ou encore avec l'effondrement absolu de l'approbation des autres pays mentionnés. Où cela renforce grandement les différents regroupements de pays qui disent « assez des sanctions, punitions et exigences unilatérales que les États-Unis nous imposent ». Si l'on regarde l'Asie, je pense que Inde, Chine et Russie se sont rapprochés
pendant cette première année de l'administration Trump à cause des politiques américaines. Et la Chine, pardon. Mais le Japon et la Corée réévaluent également leurs propres questions de sécurité. Et je suis absolument convaincu que fondamentalement, les pays asiatiques diront « l'Asie est pour les pays asiatiques et les États-Unis doivent cesser leur ingérence ». Et c'est sûrement l'opposé de ce que pense l'administration, mais c'est le résultat clair des politiques qu'elle poursuit. Vous et moi ne discutons habituellement pas de politique intérieure, mais je ne peux résister à montrer ce que Trump a posté lui-même ce week-end. C'est le personnage de Robert Duval dans Apocalypse Now qui jouait évidemment un fou. Trump dit « J'adore l'odeur des expulsions le matin. Chicago va découvrir pourquoi c'est appelé le département de la guerre. » Le président des États-Unis menace d'utiliser l'armée pour semer la violence à Chicago. On a dit non après ce poste, mais le président déploie des troupes dans les villes américaines. Cela n'est pas passé inaperçu. Il y a bien sûr des procès partout dans le pays. Il existe de très sérieuses préoccupations concernant notre ordre constitutionnel et notre système, avec un président qui croit avoir le droit de définir notre système fiscal, notre système économique, de sortir de tout traité qu'il souhaite, ou de mobiliser les troupes ou la garde nationale dans les villes américaines sous prétexte d'urgence, même quand les données objectives disent le contraire. Les inquiétudes sont profondes et légitimes sur le respect de l'ordre constitutionnel actuel. Une grande partie dépend de la Cour suprême des États-Unis, ce qui est plutôt choquant à dire. Le Congrès est plus abondant, il n'y a quasiment aucun signe de réaction du côté républicain, qui a une maigre majorité dans les deux chambres. Ils ont abandonné toute responsabilité constitutionnelle. Les juridictions inférieures aux États-Unis, comme vous le savez mieux que quiconque, jugent les uns après les autres que Trump a violé la Constitution ou outrepassé son autorité légale. Tout le système tarifaire a été jugé, ou les politiques tarifaires de Trump ont été jugées par la Cour d'appel américaine comme absolument contraires à la loi et à la Constitution. Tout dépendra donc de la Cour suprême, car la Maison-Blanche Trump ne recule pas dans ses assertions extravagantes de pouvoir exécutif. Le président Poutine a clairement indiqué ce week-end, directement et par l'intermédiaire de son porte-parole, M. Peskov, qu'en aucun cas, les troupes de l'OTAN ne seraient tolérées en Ukraine. Ils ont été très constants sur ce point. C'est sans doute la raison entière de l'opération militaire spéciale. La Finlande, qui s'était rangée du côté des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a maintenant rejoint l'OTAN, pose-t-elle un problème de sécurité? Elle a une frontière de 800 miles avec la Russie, un problème de sécurité avec la Fédération de Russie. Revenons un instant pour comprendre toute cette question. En 1990, lorsque le président Mikhaïl Gorbatchev dirigeait l'Union soviétique, il a déclaré « Nous avons besoin d'une maison commune en Europe, de relations amicales ». Et il a unilatéralement dissous le pacte de Varsovie, qui était le système militaire soviétique en Europe centrale et orientale. L'Allemagne demandait la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, et le président Gorbatchev a dit « Oui, bien sûr, mais pas dans des conditions qui menaceraient notre sécurité ». Sur cette base, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement allemand de l'époque, c'est-à-dire le président George Bush Sr. et le chancelier Helmut Kohl, ont déclaré de manière absolument catégorique que lors de la réunification de l'Allemagne, rien ne serait fait qui nuirait en aucune manière à la sécurité de l'Union soviétique, et spécifiquement que l'OTAN ne bougerait pas d'un pouce vers l'Est. Autrement dit, l'alliance militaire américaine ne profiterait pas de la dissolution unilatérale de l'alliance militaire soviétique. Nous aurions plutôt la paix. Bien sûr, les États-Unis ont triché. La tricherie a commencé dès Bush Senior en 1992, et ensuite le président Bill Clinton a réellement initié cette grave erreur des États-Unis avec l'élargissement de l'OTAN. C'est lui qui a triché en pratique en lançant cet élargissement. Chaque président depuis a continué sur cette voie. Aujourd'hui, les Russes disent « Ne placez pas votre alliance militaire américaine à notre frontière ». De la même manière exacte que les États-Unis ont dit aux puissances européennes depuis 1823 dans la doctrine Monroe « Restez loin de nos frontières ».
Ne vous mêlez pas militairement de notre voisinage. Mais les États-Unis disent une chose aux autres et font exactement le contraire. C'est ce qui nous conduit à la guerre. C'est non seulement une inconsistance totale, mais une violation grossière de toute forme de réciprocité. Aujourd'hui, cela reste l'enjeu central de la guerre en Ukraine. La Russie dit « pas de troupes de l'OTAN en Ukraine », exactement comme les États-Unis le diraient dans notre propre voisinage. Il est parfaitement logique que l'Ukraine soit sécurisée. Elle devrait être neutre. Quand la Finlande était neutre à partir de 1945, l'Union soviétique ne l'a jamais dérangée, car elle ne présentait aucun risque d'héberger des systèmes de missiles américains ni des opérations de renseignement américaines. Elle était neutre. Ainsi, l'Union soviétique et la Russie n'ont jamais inquiété la Finlande, ni l'Autriche, ni la Suisse, ni la Suède en tant que pays neutre. Et c'est la solution évidente pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Que l'Ukraine soit un pays neutre sans que l'un ou l'autre camp n'y impose sa présence militaire. C'était la base même de l'indépendance de l'Ukraine en 1991. Ce n'est qu'après la participation des États-Unis à un coup d'État violent qui a renversé un gouvernement favorable à la neutralité que les États-Unis ont aidé à installer un régime qui disait « OTAN, OTAN, OTAN ». Aujourd'hui encore, les pays européens et l'establishment politique américain affirment « non, nous serons là ». Des avions américains doivent survoler l'Ukraine, des troupes européennes doivent être au sol. Et les Russes disent « excusez-moi, nous sommes en guerre depuis 11 ans, depuis votre coup d'État en 2014. Nous en parlons depuis plus de 30 ans. Pour être précis, 35 ans. Continuez-vous encore aujourd'hui à insister sur le contraire ?» Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, je ne peux même pas exprimer à quel point c'est pathétique, a déclaré la semaine dernière « La Russie n'a pas son mot à dire sur l'endroit où nous plaçons nos troupes de l'OTAN. La Russie n'a absolument aucun mot à dire. » C'est, si je peux le dire ainsi, l'approche la plus imbécile, idiote, dangereuse et provocatrice imaginable. Pensez-vous que les États-Unis n'aient pas leur mot à dire si des bases militaires russes étaient installées au Mexique, à leurs frontières? Bien sûr qu'ils en auraient. Pensez-vous que la Russie n'a pas son mot à dire sur la présence de systèmes de missiles américains, d'avions américains ou de troupes de l'OTAN en Ukraine? Bien sûr que si. Ne faisons pas exploser le monde pour ce type d'imbécilité. Mais Judge, c'est là où nous en sommes aujourd'hui avec ces dirigeants, avec nos propres politiciens. Depuis 35 ans. Pourquoi la Finlande a-t-elle abandonné sa neutralité heureuse et prospère pour rejoindre l'OTAN? Non seulement heureuse, mais la plus heureuse comme nous l'avons discuté. Je participe à un processus utilisant des données Gallup pour évaluer comment les habitants des pays évaluent leur propre bonheur. Et la Finlande neutre n'était pas seulement heureuse, elle était systématiquement en tête du classement mondial de bonheur. C'était une période de prospérité, de sécurité et de bien-être pour la Finlande. Objectivement, il n'y avait aucune raison de faire autrement. Mais bien sûr, croyez-moi, le complexe militaro-industriel américain, l'appareil de sécurité américain, la CIA et d'autres poussent constamment les politiciens européens à soutenir l'élargissement de l'OTAN et à acheter des armes aux États-Unis. Cela fait partie d'un jeu permanent de bellicisme. Et le président Stubb, président de la Finlande, ne dit pas un mot de vérité sur l'histoire de son pays. Pourquoi font-ils cela? Je ne peux pas dire de façon certaine pourquoi ils déforment toute l'histoire post-Seconde Guerre mondiale de la Finlande, mais je peux dire qu'il le fait, pour ne pas vous donner mal au cœur. Voici le secrétaire général de l'OTAN disant que la Russie n'a rien à voir là-dedans. Oui, mais pourquoi nous intéresser à ce que pense la Russie des troupes en Ukraine? C'est un pays souverain. Ce n'est pas à eux de décider. Je suis vraiment étonnée. Je n'essaie pas de vous critiquer, mais j'entends cette question très souvent. Merci de l'avoir posée, mais je suis vraiment étonnée. C'est comme si la Finlande devait obtenir l'accord de la Russie pour rejoindre l'OTAN. Non, bien sûr que non. Et voilà. C'est incroyable. D'ailleurs, j'ai demandé à mes amis aux Pays-Bas, ils disent que cet homme est tellement stupide, c'est inimaginable. Cela peut l'être, mais c'est la réalité. C'est ce à quoi nous faisons face. C'est pourquoi nous risquons une troisième guerre mondiale.
C'est pourquoi nous continuons à sacrifier des Ukrainiens par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers, à cause de cette stupidité que vient de prononcer Rutte, qu'il ne voit aucune raison pour laquelle cela poserait problème pour la Russie, et c'est le jeu du complexe militaro-industriel américain. Les Ukrainiens veulent que la guerre cesse, mais leur président sous loi martiale ne le souhaite pas. Ce n'est même pas une question de volonté du peuple ukrainien. Il suffit de regarder le récent sondage Gallup, une majorité écrasante veut que la guerre cesse par la négociation. Mais je pense que ce que Rutte a dit, tout le monde peut le voir et comprendre pourquoi cette folie continue. Parce que ces dirigeants comme Rutte sont fondamentalement dangereux, soit idiots, soit corrompus, soit fous. Difficile à dire. Mais ce qu'il a dit dans le contexte des 35 dernières années montre à quel point nous sommes entre les mains de personnes qui conduisent notre monde vers une guerre sans fin. Et plus tard, aujourd'hui, à 15 heures, sur tous ces sujets, Scott Ritter et Judge Napolitano pour Judging Freedom.